N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus d'informations dans le monde entier. Un point d'histoire sur l'importance des fusées devenues ces missiles très perfectionnés de part et d'autre. Si on remonte au V2 en 1945, dites-nous un mot de ça, Colonel Goya, c'est-à-dire il y a une espèce de course-poursuite dans les derniers mois de 1945 où Hitler était pas loin, 44-45, d'avoir l'arme suprême. Oui et non, c'est-à-dire que là, en réalité, c'était aussi un aveu d'impuissance, c'est-à-dire que l'Allemagne était incapable de frapper par des avions, de bombarder les pays alliés, les forces, parce que le ciel était allié. Mais ça, c'est l'ancêtre, en quelque sorte, de tous les missiles qu'on voit là. Il y a d'abord les V1, ce sont des drones en fait, ce sont les premiers drones, des bombes volantes, et puis le V2 qui est le premier missile balistique véritablement moderne. En réalité, tactiquement, ça n'a pas servi à grand chose. Il y a des milliers qui ont été lancés. Ça fait des dégâts. C'est la première un peu offensive aérienne de machine. Voilà. Ça, c'était à l'autre bout à Londres. Quand c'est arrivé à Londres, alors c'est souvent ça n'a pas. L'inconvénient, si vous voulez, le V1, le premier modèle V1, il est relativement lent, donc c'est un drone, donc on le voit arriver, et même avec des avions, des Spitfire, on pouvait les abattre facilement. Ça, on peut pas les abattre. Ça, on peut rien faire en fait. Le missile balistique, il est tellement rapide qu'il y a absolument rien à faire. Et du coup, ça devient effectivement extrêmement stressant parce que vous pouvez être bombardé à tout moment par un truc que vous ne pouvez pas arrêter. Vous entendez même pas, quand vous l'entendez, c'est trop tard. Voilà. Mais en réalité, l'efficacité stratégique, ça a été, elle a été quasi nulle. L'homme qui a incarné cette histoire, Von Braun, dites un mot de cela parce que c'est fascinant. C'est l'origine de la NASA en grande partie. Il est devenu un grand héros américain de la NASA, fêté aux États-Unis, membre du parti nazi, soutien de Hitler, qui avait fait travailler des déportés dans le camp de Dora, et que les Américains ont recyclé. Les Américains ont recyclé pratiquement tous les scientifiques allemands, nazis, justement pour participer au programme nucléaire américain. Mais c'est que non, la vraie nouveauté, c'est lorsque il y a ces missiles balistiques qui sont redéveloppés effectivement aux États-Unis et puis très rapidement aussi en Union soviétique. La grande nouveauté, c'est lorsqu'ils seront capables de porter des charges nucléaires et des charges nucléaires à grande distance. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez le Sputnik en 1957, là, on se dit, ça y est, on a un engin qui est capable de porter une charge nucléaire à l'autre bout du monde, et ça c'est une nouveauté historique considérable. Ça change tout chez nous en France par exemple. On se dit tiens voilà, pour la première fois et encore aujourd'hui la France peut être détruite en quelques heures. Pour les Russes, le Sputnik encore aujourd'hui, c'est quoi, 57 encore aujourd'hui pour les Russes, c'est un objet de fierté incroyable. Mais bien sûr, pour les Russes, tout ce qui touche à ce domaine est une matière à fierté, et on le voit bien aujourd'hui. Et Vladimir Poutine le sait, quand il fait ce bluff, quand il escalade sur ces petites marches de rhétorique, etc. Il a derrière lui une grande majorité de son peuple qui est extrêmement fier du Spoutnik, du fait que la Russie post-soviétique soit dotée, du fait que justement en 1980, après 1991, la dislocation de l'URSS, et l'Ukraine et la Biélorussie et le Kazakhstan ont dû rendre leurs armes nucléaires, et que donc les Ukrainiens aujourd'hui le regrettent. Mais ça, c'est quelque chose qui marche encore aujourd'hui dans la population russe. C'est une fierté. Mais il est nostalgique de l'époque où l'Union soviétique pouvait être en pointe dans certains domaines. Le Sputnik, c'était le premier homme dans l'espace. En 1961, ils font exploser une bombe. Elle l'a été. Il faut dire ce qu'il y a. Elle l'a été. C'était presque une forme d'étonnement parce que l'Union soviétique, avec son économie centralisée, vraiment très primitive, avait réussi à surpasser. Elle était capable de prouesses dans certains domaines techniques. Et ça, c'est fini en réalité. Les Russes sont même plus capables d'envoyer un engin sur la Lune, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que cette offensive technologique de l'Union soviétique s'accompagnait d'un discours très anti-occidental. On était vraiment bloc contre bloc. Et c'est ce discours qui renaît avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire, nous sommes agressés, nous avons face à nous l'Occident, et j'imagine que dans l'opinion publique russe, le fait qu'il y ait des missiles américains qui frappent l'intérieur de la Russie, ça accrédite
cette idée que la Russie est légitime à avoir toutes ses armes parce qu'elle se défend contre une agression supposée de l'Occident. Dans la forme d'esprit de ces gens-là, le Poutine qu'on voit là, il est né quoi, en 53, quelque chose comme ça ? 52. 52, son univers est là. Son univers est là, c'est-à-dire l'obsession du Spoutnik, la glorification de ces années-là. Son univers mental vient de là. Son univers mental, ce sont les Homo soviéticus, mais tous les gens de sa génération et juste en dessous ont également ce sentiment-là. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Russes, effectivement, qui disaient « mais en fait, je suis un soviétique ». Parce que c'est un moule très fort et leur frustration, c'est que effectivement leur pays a perdu sa puissance, sa population et ses territoires. C'est pour ça qu'il y a une telle dichotomie entre les jeunes qui sont hostiles à la guerre et puis la génération... disons, au-dessus de 50 ans. Est-ce que c'est rassurant, parce qu'on se dit au fond que c'est un monde faible et qui a perdu, ou est-ce que c'est inquiétant parce qu'ils sont animés d'une paranoïa et d'une nostalgie qui est quand même très loin? On est en 2024, je veux dire, c'est une nostalgie qui date des années 50, 60... Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que on dit, c'est l'univers mental de Vladimir Poutine, c'est aussi celui de Joe Biden. Il faut pas l'oublier. Joe Biden, il a connu l'homme de la guerre froide, mais c'est l'homme de la guerre froide. D'où cette rhétorique qu'il a et d'où cette peur, j'allais dire viscérale qu'il a de son obsession. C'est la Troisième Guerre mondiale, c'est la guerre nucléaire. Joe Biden, quand il était petit garçon à l'école, on lui apprenait à se cacher sous le bureau en cas d'attaque nucléaire. Donc il a connu, il a grandi avec ça. Il le retrouve à la fin de sa carrière politique face à Vladimir Poutine. Il est en train de revivre cette période quelque part. C'est lui qui parle d'Armageddon et de ces choses-là. N'oublions pas que Vladimir Poutine a décrété que la plus grande catastrophe du siècle dernier, c'était effectivement la dislocation de l'Empire soviétique. Donc pour lui, de l'URSS. Donc pour lui, et il est vraiment vu comme ça. N'oublions pas qu'il est depuis plus de 20 ans au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, il y avait avant lui un homme déclinant dans sa santé, pour tout, qui était en même temps un homme qui représentait bien la quintessence du peuple russe, Boris Yeltsin, qui buvait beaucoup, ce que les Russes lui pardonnaient, parce que c'était très russe, etc. Après, quand Vladimir Poutine a été choisi par Boris Yeltsin, il a su rendre, ce n'est pas moi qui le dis, mais le peuple russe, sa fierté au peuple russe. Et c'est une des raisons premières pour lesquelles il a été vraiment plébiscité lors de son premier mandat. Rendre la fierté à ce peuple russe qui ne l'avait plus, qu'il avait perdu. Non, justement, moi j'ai entendu ça bien sûr très souvent, mais j'ai entendu dire quand on parlait de Gorbatchev ou de Yeltsin, des gens dire on aurait dû les fusiller parce qu'ils ont détruit l'Union soviétique, ou fait honte, ou amené une forme de pauvreté et cette humiliation qui est quelque chose qui est évoqué très souvent par Vladimir Poutine et par d'autres Russes de sa génération. Et peut-être que tout ça est un peu inquiétant d'ailleurs, parce que il est possible que cette narration renforce Vladimir Poutine. Alors, c'est très compliqué, je crois qu'il n'y a pas de sondage libre en Russie, donc on a du mal à savoir ce que pense l'opinion publique, mais si vraiment ce ressort de la nostalgie d'une grandeur perdue, d'une Russie grande puissance, avec cette tentation impériale qui est presque aussi vieille